Hey, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après 3-4 mois d'absence où j'ai un petit peu déserté. En tout cas aujourd'hui je suis vraiment trop contente parce qu'on va commenter mon événement fashion préféré, le Met Gala. J'ai déjà fait une vidéo sur le Met en 2019 parce que l'année dernière avec le Covid il n'a pas pu avoir lieu. Et cette année le Met Gala a été décalé, il s'est passé il y a à peu près une semaine, donc je suis en retard mais qui est surpris, bref passons. Et le sujet c'était In America, a Lexicon of Fashion. En tant que bonne française je vais me permettre de finalement de juger la mode américaine et surtout appliquée par les Américains eux-mêmes parce que c'est ça aussi qui est assez drôle. On parle d'Amérique du Nord bien sûr, donc des États-Unis. La vidéo va être construite très bêtement en deux parties. D'abord j'ai un petit peu essayé de voir en quoi on peut parler ou non d'une mode américaine, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a des thématiques, est-ce qu'il y a des concepts qui auraient pu sortir et être intéressants. Et puis après on va juste juger les looks, donc pas tous parce que c'est impossible d'être exhaustif, il y en a beaucoup trop. Bref, allons-y sans plus tarder ma foi. Ce qu'il faut savoir déjà sur cette thématique, c'est qu'elle va se jouer en deux volets. Le premier volet donc c'était le Met de la semaine dernière et il y aura un deuxième volet donc pour le Met prochain, donc en mai 2023, qui sera également sur la mode américaine. Le thème exact c'est In America, an Anthology of Fashion. C'est le Met, pour ceux qui savent pas, l'occasion, l'événement qui va inaugurer la nouvelle exposition au département de mode du Met Museum. Alors malheureusement je n'ai pas pu faire l'aller-retour à New York pour aller voir l'expo et vous en parler, mais ce que j'ai pu faire c'est d'aller sur leur site. D'ailleurs une vidéo de 9 minutes qui présente un petit peu l'exposition qui est pas mal, pareil je vous la mettrai en barre d'infos. Et sur le site on apprend qu'en fait l'idée de cette exposition naît à partir d'un concept. C'est le concept du matelassage en patchwork. Bon, en français ça rime à rien, mais en gros c'est une expression qui nous vient d'un certain pasteur américain qui s'appelle Jesse Jackson et qui en fait était un militant pour les droits civiques et notamment les droits civiques des Noirs aux États-Unis, un démocrate, un progressiste, et qui avait donné dans les années 80, en 84 exactement, un discours d'où est tirée justement une citation qui est à l'origine de la réflexion sur l'American Fashion. L'Amérique n'est pas comme une couverture, un morceau de tissu intact, de la même couleur, de la même texture, de la même taille. L'Amérique ressemble davantage à un matelassage, composé de nombreux patchs, de nombreuses pièces, de nombreuses couleurs, de nombreuses tailles, toutes tissées et unies par un même fil. Donc cette citation, elle a servi de point de départ, je pense, à la construction, à l'élaboration de cette exposition et du coup aussi du Met Gala. Et en fait, elle sert de métaphore, une métaphore sartoriale sur le principe d'une identité culturelle et sociale américaine axée sur un melting pot. Du coup, quand on apprend ça, on pourrait se dire que justement l'American Fashion, c'est juste une grande variété de styles différents, de mouvements différents, de protagonistes très différents. C'est une mode qui est en fait multiple et c'était ça qui était intéressant à creuser. Or, c'est pas du tout le cas parce que toutes les fashion là, toutes les stars, elles ont toutes fait la même chose quoi. C'est ça qui est fou, c'est qu'elles ont toutes pensé au vieil Hollywood et elles ont toutes essayé voilà de réinstaurer un peu ce glamour, sauf que du coup c'était quelque chose de totalement désuet et pas très intéressant. Moi j'ai trouvé ça curieux qu'ils fassent un truc sur la mode des États-Unis parce que c'est vrai que les États-Unis c'est pas forcément le haut lieu de la mode, c'est pas l'écrin de la couture comme on l'entend en Europe. Mais justement en fait c'est ça qui est intéressant, c'est cette différenciation. C'est une mode qui s'est construite à contre-pied de la mode européenne parce que déjà la mode des États-Unis c'est le ready to wear, le prêt-à-porter, ou le streetwear, le sportswear en tout cas. Ce qui est quand même une constante aux États-Unis, c'est le vêtement de travail, c'est le jean, le coton, on va en reparler. Il n'y a pas de haute couture aux États-Unis. La semaine de la haute couture, elle a lieu tous les ans en France, 2 fois par an. Et les noms qui y figurent, c'est quasiment que des maisons de couture européennes, italiennes ou françaises notamment. Quand j'ai vu ce thème, je me suis dit on va aller vers un Met Gala qui va expérimenter tout l'aspect fonctionnel
pratique, assez simple et presque utilitariste des vêtements. Je vais vous donner quelques pistes qui moi m'auraient peut-être interpellée sur le red carpet, que j'aurais voulu voir développer. Quand on remonte un petit peu historiquement pour essayer de comprendre les liens entre la mode et l'Amérique du Nord, moi la première chose qui m'est venue en tête, c'est l'histoire de la production du coton qui a débuté dès le début du 19e siècle aux États-Unis avec l'essor des zones productrices de coton, notamment dans les États du Sud, avec les 3 États esclavagistes, l'Alabama, le Mississippi et la Louisiane, qui en 1830 produisaient à eux 3 seulement plus de 50% de tout le coton américain. Et si on y ajoute la Géorgie, c'était dans les années 50-60 plus de 70% de production du coton américain qui venait de ces états-là. Donc ça a quand même une importance majeure. C'est des états qui ont pu cultiver le coton en s'appuyant bien sûr sur la traite atlantique des esclaves. Je me suis dit, il va y avoir quelque chose sur ce tapis rouge qui va quand même traiter de cet élément dans l'histoire et peut-être aussi tout simplement de mettre en avant le coton, parce que le coton, faut savoir que c'est la première fibre textile consommée au monde. Et en plus, ce que je me disais aussi, c'est que dans le denim, il y a du coton. En parlant du denim, j'ai aussi été assez surprise parce qu'il y a eu quelques looks qui ont exploré. On reparlera de certains dans la deuxième partie, mais finalement très peu. Alors que quand même, le denim et notamment le jean en tant que tel, fallait qu'on en parle quoi, notamment de Lévi-Strauss, de Levi's. Il n'y a pas eu un hommage, un clin d'œil, un machin à Levi's, ce que je comprends pas parce que pour moi c'est tellement énorme, enfin... Il faut savoir que Lévi-Strauss, il a ouvert son entreprise de jeans avec son partenaire dès la fin du 19e siècle, donc c'était des vêtements de travail à l'époque. Et ce qui a fait la différence vis-à-vis de la concu, c'est que Lévi-Strauss s'est concentré sur les jeans et non pas sur les salopettes. Et le jean n'a cessé depuis aux États-Unis de prendre de l'ampleur et de s'infiltrer dans toutes les couches de la société jusqu'au point à être totalement banalisé comme aujourd'hui. J'aurais bien vu quelque chose même sur le jean dans les années 50 parce que là c'est la jeune génération qui se l'est approprié, cette jeune génération qui le reprend en s'inspirant de James Dean, de Marlon Brando, avec des t-shirts blancs et des vestes perfecto en cuir noir. Je sais pas, il n'y a rien eu de tout ça, j'ai trouvé ça trop dommage. Pour moi c'était quelque chose d'important, ou même la reprise du jean dans les années 70 par les mouvements hippies, parce que c'est à partir des années 70 qu'on a fait du jean quelque chose de vraiment fashion, qu'on a commencé à le broder, qu'on a commencé à peindre par-dessus, à en faire des franges, à le porter de manière totalement différente, en pattes d'éléphant, etc. Et il n'y a rien eu là-dessus. Un autre truc auquel j'ai pensé vis-à-vis de cette thématique là, c'est bien sûr les références à la pop culture et notamment au pop art. Parce que pour moi, Andy Warhol, qui est à Merlock quand même, qu'on se le dise, c'est le premier à avoir instauré un rapport à l'art complètement industrialisé. Et c'est un rapport qu'on retrouve totalement dans la mode. Justement, la mode en tant que telle, est-ce que c'est pas une forme d'art triviale et désacralisée comme ce qu'a voulu faire Andy Warhol dans ses œuvres? Et notamment aussi parce qu'Andy Warhol, il a commencé à produire en série, ce qui ne se faisait pas jusqu'à présent. Et vraiment, ce rapport industrialisé à l'art, il est totalement résonnant dans notre rapport à la mode, et je pensais vraiment qu'on allait voir plus de références, mais même à Liechtenstein. Enfin, c'était tellement facile d'avoir un imprimé à la Liechtenstein sur une robe, ça aurait pu être génial. Regardez ce que j'ai acheté cet été. Cette espèce de veste, justement à la Liechtenstein. Il suffisait de mettre ça comme ça là, et c'est bon. I'm off to the Met Gala, bitches! Et non, rien sur le pop art, mais bon, à la limite, moi c'est juste une idée que j'avais eue comme ça. Je pensais en revanche vraiment de manière assurée que les stars allaient forcément faire des clins d'œil à la pop culture états-unienne, au moins à celle de nos jours. Donc quand j'entends pop culture, j'entends par exemple au hasard quelque chose sur les Miss, les concours de beauté qui sont nés aux États-Unis, qui ont une importance quand même aux États-Unis. Je sais pas, il suffit de regarder Little Miss Sunshine. Pour moi, il y avait quelque chose de tellement facile à faire là-dessus, et facile et en même temps qui aurait pu être rigolo, qui aurait pu être d'un point de vue esthétique réussi et beau, et
en même temps aussi être parodique. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est parce que quand il y a de la parodie, il y a une forme de critique et du coup ça se politise un peu. Pas de référence aux Miss, il y a eu des références aux Barbie mais bon on va en reparler. Pas de référence à l'American Dream, enfin j'ai pas l'impression en tout cas. Il y a juste eu Zac Posen qui a un petit peu fait, je sais pas si c'était vraiment l'American Dream ou pas, mais moi je l'ai perçu comme ça. Une robe avec une crinoline où on voyait la structure même de la crinoline, donc ça c'était vraiment très intéressant parce que les rubans qui entouraient cette crinoline étaient un petit peu déchirés et reprenaient le drapeau américain rouge, bleu, blanc avec les lignes et les étoiles. J'ai trouvé ça assez bien, ça m'a fait un peu penser à l'American Dream. Je me suis dit, vu que ces rubans sont déchirés et qu'on voit la crinoline, peut-être que c'est la signe de la fin ou peut-être d'une forme de désillusion sur cette American Dream. Je sais pas, peut-être que je suis partie un peu loin, peut-être que j'ai voulu injecter trop de sens là où il n'y en avait pas forcément. Mais il n'y a quand même pas eu grand chose d'autre à part cette robe là. Je pensais qu'on allait faire des trucs sur Abercrombie Fitch, sur la culture de l'entertainment aux États-Unis, sur les Kardashians, je sais pas, enfin je pensais que Kim elle allait faire une parodie d'elle-même. Peut-être que le fait de ne pas se montrer c'est une parodie d'elle-même, mais bon, j'ai pas tout saisi quand même, j'ai pas tout saisi. Et pour moi un autre angle qui aurait été pertinent d'aborder, c'était quelque chose sur la consommation de masse, clairement, qui s'est faite par la mode aux États-Unis, cette espèce d'empire des marques et des logos, d'ultra-capitalisme. C'était le moment de l'exploiter et d'en livrer un discours pareil, aussi un peu critique ou distancié ou je sais pas, au moins rendre hommage aussi si on a envie de rendre hommage à ça. Mais en tout cas je pensais pas qu'il y aurait une aporie là-dessus alors que c'est littéralement tout le système de mode américain qui est construit là-dessus et qui l'a petit à petit imposé au monde. N'importe quelle star aurait pu prendre une robe Jeremy Scott pour Moschino et ça aurait marché, alors que Moschino est une marque italienne, Jeremy Scott est américain, mais il aurait suffi de prendre une de ses tenues pastiche de McDonald's ou même de Barbie ou de toute la malbouffe à Merlock. C'était déjà quelque chose de sensé, quelque chose d'intéressant. Peut-être que c'était un peu évident de prendre une robe Jeremy Scott, mais faire quelque chose, au moins livrer un discours un peu sur ce rapport à la consommation de la mode qui aux États-Unis est inquiétant. Enfin, une autre piste que j'avais exploitée et que j'étais déçue de pas voir plus que ça, c'était forcément Las Vegas. Las Vegas ou Broadway. Moi j'avais envie de quelque chose de kitsch, un peu la culture aussi des proms, des cheerleaders, etc. Tous ces gros clichés américains, finalement on les a pas tant retrouvés que ça je trouve. Ou alors d'une manière tellement littérale qu'on aurait dit que c'était premier degré. Par exemple pour la mode inspirée par Broadway, moi je pensais tout de suite au créateur Bob Mackie qui est un créateur américain qui a habillé énormément de stars, Whitney Houston, RuPaul, Diana Ross, Cher, et qui est connu notamment parce qu'il a fait les costumes de pas mal de shows télévisés et il a aussi travaillé sur les costumes d'un spectacle à Las Vegas qui s'appelait Hallelujah Hollywood. Il s'est occupé de tout ça dans les années 70 et dans les années 80. On l'appelait le sultan des sequins. C'est super bling, c'est super Amerloc, mais voilà, pour moi il y avait quelque chose à faire de cet ordre là. La seule personne qui l'a fait en réussissant à peu près, c'est la mannequin Iman qui a porté une robe qui pour moi fait un petit peu référence à Bob Mackie. C'est une robe qui a été créée par D&G en collaboration avec Harris Reed qui est sensationnelle, hein. On est d'accord, c'est laid, c'est vraiment kitsch et tout, mais c'est sensationnel, c'est dans le thème. C'est ça, tu vois, l'Amérique quoi, je sais pas. En dehors de tout ça, il y avait aussi d'autres choses à faire et instaurer sur ce tapis rouge. On aurait pu voir par exemple un hommage au minimalisme américain, notamment de Calvin Klein, ça aurait été très intéressant. On aurait pu aussi avoir un clin d'œil un petit peu plus osé peut-être au porno chic de Tom Ford pour Gucci. Donc Tom Ford il est quand même à Merlock et ça a été une réalité aussi. On aurait aussi pu avoir une réflexion sur le mouvement héroïne chic qui a vraiment fait fureur aux États-Unis dans les années 90. C'est un mouvement de mode qui a été établi en réaction aux années 80 avec les supermodels très athlétiques, etc. Et vraiment le visage de ce mouvement-là, c'était Kate Moss, mais aussi Jaime King, qui est une mannequin américaine. Il n'y a pas du tout eu de clin d'œil à ces mouvements de mode qui ont pourtant vraiment retourné l'histoire fashion des États-Unis et qui ont encore aujourd'hui
beaucoup d'impact et beaucoup d'influence dans la culture américaine. Donc voilà, je voulais juste faire un petit état des lieux, un petit panorama de ce qu'on aurait pu exploiter vis-à-vis de ce thème-là, parce que c'est, encore une fois, je le répète, un thème qui est passionnant, et finalement le résultat était très pauvre, et on voit ça tout de suite. Je l'affirme haut et fort, je trouve que l'imagination des stars, des invités et de leurs équipes, de leurs stylistes, de leurs coiffeurs, de leurs maquilleurs, parce que derrière une star qui marche pour le Met Gala, il y a une équipe d'une quinzaine de personnes, c'est ça aussi, hein. Donc le truc a quand même été réfléchi en amont. Eh bien je trouve que leur imagination n'a pas été très fertile, n'est pas tombée sous le sens. Bref, c'était boring, on s'est fait chier, c'était carrément hors thème la plupart du temps. Et on va commencer avec la tenue de Billie Eilish. Son inspiration pour cette robe qui a été réalisée par Oscar de la Renta, c'était les Barbie Holidays. Donc c'est une édition spéciale des poupées Barbie qui sort à Noël tous les ans. Oui, c'est bien, mais ça ressemble pas à une poupée Barbie son look. C'est une robe de princesse, c'est pas une robe de Barbie, c'est pas une mise en beauté de Barbie. Ça ressemble plus au vieil Hollywood justement. On l'a beaucoup comparé à Marilyn Monroe, sauf que pour moi, c'est une reprise qui est fade, qui est inintéressante et qui ne lui va pas très bien. En plus de ça, je trouve que cette couleur un peu rose fadasse, ça la met pas bien en valeur. Je trouve que sa coiffure est laide. Enfin, go for it quoi, genre fais un vrai mouvement, quelque chose de structuré comme dans les années 50, une mise en beauté digne des actrices des films noirs. Pour moi c'est un peu vu et revu, c'est pas très excitant, c'est un peu la solution de facilité qui n'est même pas parfaitement réalisée pour moi. Il y a Carey Mulligan et Kristen Stewart qui se sont aussi prêtés au jeu de la Barbie, mais ça marche pas du tout. Kristen Stewart elle portait du Chanel haute couture et Carey Mulligan une robe Valentino. En soi la robe Valentino elle est jolie, why not? C'est faible, c'est pas une vraie proposition, ça ressemble... Enfin, à part le fuchsia, je vois pas la référence à la poupée Barbie quoi. Et Kristen Stewart, enfin ça va pas du tout, il y a une espèce de postiche, de frange, de houppette qui ne joue pas vraiment le jeu. On comprend pas vraiment en fait. Pour moi ça marchait pas du tout. Sinon parlons aussi de Rihanna. Parce que c'est quand même la queen des Met Gala, il faut en parler chaque année. Elle est arrivée accompagnée de son boyfriend A$AP Rocky. Ils sont venus tous les deux dans une tenue... Et la tenue de Rihanna, je sais pas trop quoi en penser. Au début j'ai pas aimé. Et puis finalement dans le message et dans ce que ça veut dire, je trouve que c'est pas mal. En gros, elle est habillée en Balenciaga et elle a dit en interview que c'était une référence déjà au streetwear, mais que surtout c'était une référence au black hoodie, au sweat à capuche porté par les noirs aux États-Unis, qui leur portait tout de suite préjudice, et du coup il y avait un message politique. Donc elle a dit en interview, je cite, le sweat à capuche noire est généralement la chose qui nous incrimine en tant que noirs. Je voulais donner du pouvoir à cela. Tout de suite moi ça m'a fait penser à l'histoire de Trayvon Martin en 2012 si je me trompe pas, qui était un jeune noir de 17 ans qui s'est fait tuer parce qu'en fait il marchait dans la rue et qu'il avait une capuche rabattue sur son visage. Et suite à cet événement il y a eu une énorme vague de manifestations aux États-Unis et le motif du black hoodie est vraiment revenu, c'est devenu quelque chose de très politisé. Il y a même une manifestation qui s'appelait la 1 Million Hoodie March. On voit qu'un vêtement fait d'un homme noir un suspect, un danger potentiel. Et donc en soi je trouve que c'est assez bien fait dans cette robe Balenciaga parce que c'est vrai qu'il y a un mouvement autour de la nuque qui est assez intéressant et parce qu'elle porte aussi un bonnet. Du coup la référence elle est implicite mais on la comprend quand même, elle est assez imagée. Je trouve que c'est assez intéressant aussi parce que c'est une robe Balenciaga et Balenciaga Cristobal, qui était espagnol il me semble, avait fait dans les années 50 un modèle de robe qui s'appelle la robe ballon, et pour moi j'ai vu une connivence directe entre la robe ballon et la robe de Rihanna au Met. Et la robe ballon dans les années 50 elle cherchait à un peu revisiter la silhouette féminine, à chercher à déstructurer aussi un petit peu la manière habituelle dont on l'approchait jusqu'alors. Dans les années 50 c'est quand même le triomphe du new look de Dior et du coup la mise en valeur des formes féminines plus. La robe ballon elle vient complètement déstructurer tout ça, et là en l'occurrence on retrouve un petit peu cette même approche à la silhouette
avec la robe de Rihanna. C'est vrai que sur un red carpet, on a plutôt tendance à voir les stars femmes habillées de robes hyper ajustées, moulantes, qui mettent vraiment en avant les attributs féminins, et là c'est pas le cas. Donc je trouvais que c'était un pied de nez assez intéressant, avec un message politique quand même aussi assez fort et qui tient la route dans le look. Je trouve aussi, enfin ça je sais pas, c'est mon interprétation, qu'il y a un peu une référence aux années 20 dans justement cette espèce de bijou qu'elle a autour du visage. Je trouvais ça assez joli, mais en même temps, bon, ça m'a laissé quand même assez indifférente quoi. Après il y a énormément de stars qui chaque année, et notamment cette année, font des reprises très littérales de robes qui ont déjà existé, et je trouve ça nul, sauf si c'est extrêmement bien exécuté, ça pourquoi pas, mais là en l'occurrence par exemple Emily Blunt, elle a repris la robe portée par Eddie Lamar dans Ziegfeld Girl qui est sortie en 43 si je ne m'abuse, 41 pardon. La première était plus belle, donc à quoi bon en fait. Pareil, Kendall Jenner, elle est venue tout habillée d'une robe Givenchy un petit peu transparente, très sexy. C'est une robe qui reprend une robe portée par Audrey Hepburn dans My Fair Lady. Où est le lien avec le thème quand même? Audrey Hepburn, elle est née en Belgique, elle était anglaise. My Fair Lady, certes c'est une comédie américaine, mais ça se passe quand même à Londres. Et Givenchy, Frenchy. Donc c'est peut-être un truc très américain finalement dans ce look que de penser que tout revient aux États-Unis à chaque fois. On va parler aussi de la robe d'Alexandra Ocasio-Cortez, AOC, et non pas appellation d'origine contrôlée. Alexandria Ocasio-Cortez, qui est une politicienne qui bosse au Congrès aux États-Unis. Ça a été la plus jeune personne à entrer au Congrès dans l'histoire des États-Unis. C'est une femme que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup de par ses idées. Elle est très éloquente, et elle avait déjà parlé aussi de mode beaucoup dans une interview, il me semble pour Vogue. J'avais trouvé ça super ce qu'elle avait dit. Why not qu'elle aille au Met Gala, même si bon, déjà j'aimais mes réserves, et puis là surtout, enfin, j'ai pas du tout adhéré à son message, au message qu'elle a voulu faire passer. Donc elle a porté une robe blanche en espèce de tailoring déjà affreuse, avec écrit à son dos Tax the Rich. On en a un petit peu marre de ces politiciens, de ces stars qui essayent de nous faire croire qu'il faut rentrer dans le système pour pouvoir le faire péter, alors que avec leur pouvoir, avec les moyens qui sont les leurs et qui ne sont pas les nôtres, il pourrait vraiment faire changer les choses. Alors son argumentation c'était the medium is the message. Donc en fait l'essentiel c'est de véhiculer un message, quelle que soit la manière dont on présente ce message. L'essentiel c'est qu'il passe, c'est qu'on en parle. Mais en fait pour moi ça c'est totalement simpliste comme réflexion politique, c'est un peu le degré zéro. Pourquoi isoler le message de l'action elle-même? Enfin je veux dire, aller au Met Gala c'est pas n'importe quoi. Je rappelle quand même que le Met c'est un événement caritatif, c'est-à-dire qu'il permet de lever une collecte de fonds pour financer le département de mode du Met. Donc ça veut dire concrètement qu'il y a des gros richoux qui, par l'intermédiaire de leur entreprise ou bien à titre individuel, vont faire des dons, vont donner des grosses sommes assez importantes et vont pouvoir toucher des déductions fiscales grâce à ces mêmes dons. Donc dire tax the rich à un événement comme le Met Gala, enfin faut arrêter de se toucher quoi au bout d'un moment. Ça me fait penser à toute la réflexion qu'on peut avoir sur le travail de Vivienne Westwood et la manière notamment dont elle a investi le mouvement punk. Parce que Vivienne Westwood, qu'elle le veuille ou non, ce qu'elle a quand même contribué à faire, c'est qu'elle a un petit peu vidé le contenu politique du mouvement punk en le vendant à des bourges. C'est aussi un peu problématique et c'était une pensée qui d'abord était subversive et qui puis ensuite est devenue à la mode avec justement les collections de Vivienne Westwood. Donc c'est des questions comme ça qui sont passionnantes. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur Vivienne Westwood où j'abordais un petit peu toutes ces questions là. Je vous la mettrai en barre d'infos aussi. Toujours est-il que c'est un non pour moi pour AOC. On a eu un autre moment politisé avec Cara Delevingne qui est venue en tailleur Dior tout blanc avec un espèce de truc qui ressemble un peu à un corset mais qui ressemble surtout à un truc d'escrime avec écrit Peg the Patriarchy dessus. C'est un costume Dior donc fait par Maria Grazia. On sait que Maria Grazia fait des collections qu'elle veut féministes, elle se dit très féministe, etc. C'est quelque chose qui est totalement assumé dans sa mode. Peg the Patriarchy, qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder la définition de Urban Dictionary, comme ça sera pas sorti de ma bouche.
Enfin moi je trouve que c'est quand même, c'est blasant quoi, parce que du coup ça induit que la pénétration c'est une forme de domination, c'est une forme de prise de pouvoir. Or c'est totalement anti-féministe de penser comme ça. Alors je pense que Cara Delevingne ne pensait pas à mal et tout, mais encore une fois il y a eu toute une équipe quoi. Enfin ça faisait peut-être genre 3-4 mois qu'ils étaient en train de travailler sur cette tenue. Franchement les gars, vous pouviez pas mettre un autre message. Puis c'était moche. Je propose qu'on finisse cette vidéo en parlant quand même de 3 looks que j'ai bien aimés, qui ont un petit peu rattrapé le truc, parce que sinon c'est vraiment juste moi avec ma langue de vipère qui crache sur tout le monde. Ça fait vraiment 3 mois que je suis plus sur YouTube et je reviens pour crier, donc je vais me calmer. Donc je voudrais d'abord parler d'un look porté par la mannequin Anok Yai, qui a porté une robe Oscar de la Renta en hommage à Joséphine Baker, et j'ai trouvé ça trop beau. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire, je voulais juste qu'elle apparaisse dans la vidéo parce que je trouvais ça vraiment magnifique. En plus j'adore Joséphine Baker, je trouve que c'est une personnalité extrêmement inspirante. Lupita Nyong'o, il faut en parler parce que franchement elle gère trop ses red carpet je trouve, et notamment ses Met Gala. Elle avait un look full denim Versace, je pense que ça fait un petit peu référence à la tenue Total Denim de Britney qu'elle a portée en 2001. Sa robe est super belle, lui va très bien, et sa coiffure elle a été inspirée par le travail d'une artiste qui s'appelle Lauren Simpson, qui est née en 1960 à Brooklyn et qui en fait a beaucoup travaillé sur la question justement d'identité américaine et notamment d'identité noire américaine à travers des installations de photos et de textes, des photos collages, beaucoup de photos hein. Elle a d'ailleurs exposé déjà au Jeu de Paume, et donc elle a un peu développé toute une réflexion sur la représentation des femmes afro-américaines et la volonté de les représenter d'une manière nouvelle. J'ai découvert vraiment ce travail que je ne connaissais pas, et je trouve que c'est un très bon clin d'œil dans cette belle coiffure très expressive, très Met Gala quoi. Vraiment Lupita, bravo, c'était mon look préféré je pense. Et enfin un autre look que j'ai bien aimé parce que esthétiquement il était beau et parce que dans le discours il y avait un vrai message vis-à-vis de la thématique du Met Gala, c'est la tenue d'une jeune mannequin de 19 ans. Elle s'appelle Kana Chasinghurst et en gros elle a voulu faire référence à sa culture, la culture autochtone américaine, donc la culture Native Americans. Elle portait des bijoux en turquoise magnifiques accumulés comme ça. Les turquoises représentent la protection et l'amour. Je trouvais que c'était important d'en parler un petit peu, de montrer qu'il y avait quand même eu une réflexion sur quelque chose d'autre. Justement une réflexion sur ce melting pot américain, sur les origines aussi de ces terres-là. Voilà, donc c'était mon petit compte rendu du Met Gala 2021. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos looks préférés. Comme ça je pourrai vous lire et vous répondre avec plaisir. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bonne journée!